Besoin d'un coup de main pour tout savoir sur les lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny ? Ça tombe bien, on est là pour faire le point et vous aider à connaître cette œuvre sur le bout des doigts. Une main, c'est 5 doigts. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et on peut faire plein de choses avec une main. De la broderie, écrire une lettre ou claquer une porte. Aujourd'hui, on vous présente les lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny sur 5 doigts. Un coup de pouce sur le contexte de création, l'index pour découvrir la structure de l'œuvre, le majeur pour les thèmes principaux, l'annulaire pour épouser le parcours proposé et l'auriculaire pour la musicalité du texte. Coup de pouce. Tout d'abord, le pouce pour un peu de contexte. Françoise de Graffigny a vécu au XVIIIe siècle, un siècle qui connaît de très nombreux bouleversements. En France, nous sommes sous le règne de Louis XV, et ce règne est marqué par des crises financières et des guerres, dont celle contre la Grande-Bretagne, qui affaiblissent le royaume. À l'époque, la société est encore divisée en 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Les premiers ont le plus de privilèges alors qu'ils ne représentent que 2% de la population du pays. Forcément, cela crée des tensions qui conduiront peu à peu à la Révolution de 1789. On assiste également à l'époque à la multiplication de ce qu'on appelle les salons littéraires, où se rencontrent des hommes et des femmes de lettres pour lire, entendre des lectures ou débattre. Françoise de Graffigny a fréquenté de tels salons, où elle a d'ailleurs pu rencontrer de grands écrivains de son époque tels que Marivaux, l'abbé Prévost, Voltaire ou Diderot. Ce sont dans ces salons que naissent et se diffusent les idées des Lumières. Pour rappel, les Lumières est un mouvement culturel et philosophique qui prône la diffusion des connaissances et met en avant la science. Après le classicisme, qui a connu son essor sous Louis XIV, ce sont des œuvres plus critiques qui bouleversent la littérature. On pourrait citer les Lettres persanes de Montesquieu, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, en passant par Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Pour son roman à elle, Françoise de Graffigny s'inspire justement de la littérature de son temps. Comme Montesquieu dans les Lettres persanes, elle choisit un personnage étranger, ce qui lui permet de porter un regard neuf et critique sur la France, tout en répondant au goût du public pour le Nouveau Monde. Inspirée par Voltaire et sa tragédie Alzire ou les Américains, elle choisit pour personnage un Péruvien. Mieux, une Péruvienne. Ce n'est pas un hasard. Elle s'est renseignée sur cette civilisation qui fascinait alors les Européens. Au XVIIIe, la France accélère la colonisation et tente de consolider son pouvoir dans le monde. C'est l'époque du fameux commerce triangulaire que vous avez sûrement déjà étudié. La rencontre avec des civilisations inconnues, notamment en Amérique, suscite beaucoup de curiosité de la part des Européens. On s'en amuse, mais on se pose aussi des questions morales ou politiques. On s'interroge, par exemple, sur la supériorité d'une civilisation sur l'autre, et on se demande si les autochtones sont des sauvages, un peu comme dans la chanson de Pocahontas de Disney. Certains dénigrent les peuples colonisés, d'autres les fantasment, imaginant qu'ils vivent dans un état de bonheur primaire, proche de la nature. Entre fantasmes et violence, les peuples étrangers deviennent sujets de nombreux débats. Et c'est dans ce contexte que Françoise de Graffigny va composer ses Lettres d'une Péruvienne. Ce qui nous amène à l'index. Pour la forme, Françoise de Graffigny s'inspire d'une mode de l'époque, les romans épistolaires. Rien à voir avec un pistolet. Un roman épistolaire est un roman dont la narration se fait à travers une correspondance fictive, le plus souvent sous forme de lettres qui font progresser l'intrigue. Les 2 plus grands succès de ce genre littéraire à l'époque sont les Lettres portugaises, attribuées à Guillerag et publiées en 1669, ainsi que les Lettres persanes de Montesquieu, publiées en 1721. On a déjà parlé de l'œuvre de Montesquieu. Dans son récit, on suit 2 personnages, Ouzbek et Rika, 2 voyageurs persans découvrant la France, ses mœurs et ses coutumes. Ce point de vue étranger et l'emploi de lettres permettent à l'auteur de porter un regard critique sur la société tout en esquivant la censure. Dans l'avertissement qui ouvre le roman, Françoise de Graffigny
assume l'héritage de Montesquieu en le citant directement. Comment peut-on être persan ? Le roman est composé de 38 lettres. La forme est originale puisqu'il s'agit d'un roman épistolaire monologique, c'est-à-dire qu'on n'a accès qu'aux lettres de l'héroïne, jamais aux réponses de son amant Asa ou de d'Éterville, son protecteur. Cela permet d'accentuer le sentiment de solitude de Zilia, mais aussi d'explorer plus profondément l'intimité d'une narratrice étrangère plongée dans un pays qu'elle connaît mal. Cela renforce également l'illusion de réel et implique le lecteur qui est accroché par le suspense et la curiosité. Les lettres sont plutôt courtes, favorisant un rythme vif. En revanche, Françoise de Graffigny ne veut pas être prisonnière de ses modèles. Au contraire, elle va s'en détacher d'une manière aussi fine qu'originale. Élément majeur. Ce qui nous amène au majeur. Ce doigt va nous permettre de parler des thèmes majeurs de l'œuvre. Et si on devait en sélectionner deux, les plus importants seraient la critique politique et la question de l'émancipation des femmes. Tout d'abord, le roman a une dimension politique indéniable. En se plaçant en marge de la société via une narratrice étrangère, Françoise de Graffigny porte un regard neuf et critique sur son propre pays et la société dans laquelle elle évolue. Dans le roman, la société française apparaît comme superficielle et hypocrite, dominée par l'argent, le mensonge et les faux-semblants. Dès l'avertissement, elle se montre très critique envers les paradoxes du peuple français, prompte à critiquer les autres nations, mais incapable de se juger elle-même. Nous méprisons les Indiens, à peine accordons-nous une âme pensante à ces peuples malheureux. Cependant, leur histoire est entre les mains de tout le monde. Nous y trouvons partout des monuments de la sagacité de leur esprit et de la solidité de leur philosophie. Cette critique de la violence de la colonisation et des attitudes des Européens parcourt l'œuvre. Dans la toute première lettre, Zilia qualifie l'Espagne de nation barbare et les Espagnols de sauvages impies, féroces, d'humains insensibles, guidés par la cruauté et l'avarice. Elle comprend que la richesse est la seule motivation des colons. Je jugeais que le larcin était le motif de leur barbarie. La première fois que Zilia rencontre des Français, elle les qualifie aussi de sauvages. Et plusieurs de leurs habitudes de vie lui semblent barbares, comme celle qui consiste à envoyer les jeunes filles au couvent. Ce qui nous conduit à l'autre thème majeur sur lequel nous allons nous arrêter, celui de la représentation des femmes. Au XVIIIe siècle, les femmes sont souvent enfermées dans des rôles domestiques et sociaux très stricts, une réalité que connaissait bien Françoise de Graffigny. La vie d'une femme française noble était essentiellement tournée vers le mariage, la maternité et la religion. Dans le roman, c'est une réalité que l'autrice critique sévèrement. Découvrant les règles de vie occidentales imposées aux femmes, Zilia se montre choquée. Zilia, pourtant, vient d'un pays considéré comme sauvage. Dès le départ, on la découvre calme, vertueuse et intelligente. Dans la deuxième lettre, elle semble même plus clairvoyante qu'Asa, puisqu'elle le prévient du danger que représentent les Européens. Non, mon cher Asa. Au milieu de ces peuples féroces que tu nommes espagnols, tu n'es pas aussi libre que tu crois l'être. Je vois autant de signes d'esclavage dans les honneurs qu'ils te rendent que dans la captivité où ils me retiennent. Une fois arrivée en France, Zilia va se cultiver, apprendre, lire et réfléchir. Son évolution permet à Françoise de Graffigny de défendre l'importance de l'éducation des jeunes filles qui permet l'émancipation et l'indépendance. En refusant de se marier à la fin, en repoussant également la vie cloîtrée des religieuses, Zilia fait preuve d'une force de caractère et d'une modernité certaine. La maison, qui d'habitude est un lieu de domination pour la femme, devient alors un lieu idéal de liberté et de bonheur où elle pourra vivre, lire et écrire. Une fin qui a choqué certains lecteurs de l'époque, au point d'être modifiée dans les suites ou dans l'adaptation qui fut faite du roman en opéra. Françoise de Graffigny, elle, refusa toujours de modifier sa fin, preuve de son caractère essentiel et rappel de sa liberté créatrice. Annulaire. Et nous voici déjà à l'annulaire. Que le temps passe vite quand on s'amuse.
L'annulaire est le doigt de l'alliance, le symbole du mariage et de l'union. Cette année, l'intitulé du parcours est le suivant. Un nouvel univers s'est offert à mes yeux. Cette citation est issue du roman de Françoise de Graffigny, plus précisément de la lettre 18. Décortiquons-la ensemble. Tout d'abord, le groupe nominal sujet est très intéressant. Un nouvel univers. L'emploi du déterminant indéfini « un » et de l'adjectif « nouvelle » nous invite à travailler les notions de découverte, d'exploration et d'initiation. Zilia est un personnage étranger qui découvre un monde nouveau, ce qui crée un paradoxe, puisque ce qu'on appelait le Nouveau Monde, du point de vue des Européens, c'était son monde à elle. Pour Zilia, le Nouveau Monde, c'est l'Europe, le Vieux Monde. Vous comprenez l'habile retournement que propose Françoise de Graffigny. Le mot « univers » est également intéressant puisqu'il désigne l'ensemble de tout ce qui existe. Et en effet, Zilia découvre à la fois un nouvel univers spatial, physique, mais aussi un nouvel univers culturel et moral. Tout lui est nouveau et à découvrir. Les lieux, les coutumes, les gens, le climat, la nourriture. Au moment où elle écrit cette phrase, elle doit justement quitter ses quipos pour apprendre à écrire en français. Ces nouvelles compétences linguistiques sont une véritable révélation, comme le montre le verbe « s'est offert ». Ici, la tournure passive sonne comme un bienfait, un cadeau. L'emploi du verbe « offrir » est très fort, mais souligne aussi la passivité de Zilia, qui n'est pas à l'origine des découvertes. Rappelons que c'est une victime enlevée de force qui va pourtant faire ce qu'elle peut. La suite de la citation est tragique. À mesure que j'en ai acquis l'intelligence, un nouvel univers s'est offert à mes yeux. Les objets ont pris une autre forme. Chaque éclaircissement m'a découvert un nouveau malheur. Zilia apprend donc, mais elle reste en danger, un danger qu'elle tente peu à peu de comprendre pour mieux le combattre. Enfin, le complément d'objet indirect « à mes yeux » est également riche de sens. Tout d'abord, car Zilia va nous dire ce qu'elle voit ou a vu, ce qu'elle découvre. Cela souligne son rôle d'observatrice, qui va pouvoir faire la satire de la société qu'elle découvre. Il est souvent fait référence aux yeux dans le roman. Les yeux de Zilia sont qualifiés de beaux et, symboliquement, les yeux sont considérés comme les fenêtres de l'âme. Ainsi, par les yeux de Zilia, on va avoir accès à l'intériorité du personnage, à sa subjectivité. Elle, qui est justement écrasée sous les regards des gens qui la jugent, doit développer son propre regard, unique, personnel et nouveau, sur les choses. C'est aussi un récit initiatique qui est présenté, celui d'une jeune fille qui se découvre en découvrant les autres, d'où l'intérêt, dans le roman, du miroir qu'elle décrit comme une ingénieuse machine. Comme dans le mythe de la caverne, Zilia va ouvrir les yeux, quitter l'obscurité et l'ignorance pour apprendre à regarder et à comprendre le monde qui l'entoure, grande thématique des Lumières. C'est une invitation à porter un regard neuf sur le monde qui nous entoure et aussi sur nous-mêmes. Un nouvel univers s'est offert à mes yeux. C'est fou tout ce qu'une si petite phrase peut dire, non? Et enfin, l'auriculaire, le doigt de l'oreille, qui va nous permettre d'étudier la musicalité et le travail stylistique de Françoise de Graffigny. En effet, même si ce roman peut s'apparenter à la littérature d'idées, il n'en reste pas moins une œuvre littéraire artistique habilement travaillée. Pour le montrer, nous allons étudier quelques figures de style importantes. Tout d'abord, le texte contient beaucoup de comparaisons et de métaphores, c'est-à-dire d'images poétiques. Zilia s'exprime dans une langue très imagée. Dès la première lettre, elle parle de ses cris comme d'une vapeur du matin. Ces métaphores, au début de l'œuvre, sont souvent liées à la nature. Pour décrire le visage pâle d'Asa, elle le compare par exemple à un lys desséché par la brûlante ardeur du midi. Elle compare ses pensées à un nuage léger et décrit l'espérance comme un trait de lumière. Ces métaphores et comparaisons permettent en partie de souligner le fait que Zilia vient d'un monde plus proche de la nature. De la même manière, elle emploie de nombreuses métaphores amoureuses qui témoignent de la passion qui la lie à Asa
qu'elle appelle « Chère âme de ma vie, chère lumière de mes jours » ou « Soleil de mes jours ». Comme vous pouvez le voir, elle le compare souvent au soleil, astre important dans sa culture. Tu parus au milieu de nous comme un soleil levant, dont la tendre lumière prépare la sérénité d'un beau jour. Ces métaphores s'accompagnent également de périphrases qui permettent de souligner le dépaysement de Zilia. Ne sachant pas nommer ce qu'elle découvre, elle crée des images nouvelles, parfois poétiques. Les bateaux deviennent par exemple des maisons flottantes, les voitures des cabanes, et le couvent est qualifié de maisons de vierges. Ces images-là s'adressent au lecteur européen et lui permettent de porter un regard neuf, décalé, parfois drôle car inattendu, sur des éléments qu'il connaît bien et auxquels il ne prête plus attention. À ces figures de comparaison s'ajoutent de nombreuses exagérations, des hyperboles, qui accompagnent la découverte de l'Europe par Zilia. Décrivant les maisons, elle déclare qu'elles sont prodigieusement élevées. Si les hyperboles permettent à Zilia d'appuyer son étonnement et sa surprise face à l'Europe, ce sont des antithèses et des oxymores qui lui permettent le plus de montrer qu'elle se sent étrangère, exilée. Pour rappel, une antithèse est une figure de style qui consiste à opposer deux idées contraires dans un même énoncé, afin de mettre en valeur le contraste qui existe entre elles. Un oxymore, c'est la même chose, sauf que les deux termes opposés se retrouvent dans un même groupe grammatical. Un soleil noir ou un nain géant sont par exemple des oxymores. Dès la première lettre, Zilia fait une antithèse en déclarant « Moi, du suprême bonheur, je suis tombée dans l'horreur du désespoir, sans qu'aucun intervalle m'ait préparé à cet affreux passage. » La confrontation du suprême bonheur et du désespoir permet de souligner le changement de monde et d'univers que va connaître l'héroïne et tous les bouleversements que ce changement va entraîner. Une fois arrivée en Europe, elle continue de s'étonner de 1000 contradictions. Sur la religion catholique, elle commente. Elle approuve, elle ordonne l'infidélité, la perfidie, l'ingratitude. Mais elle défend l'amour de ses proches. Au théâtre, évoquant les tragédies, elle s'étonne encore. Mais peut-être a-t-on besoin ici de l'horreur du vice pour conduire à la vertu. Enfin, il est important de noter l'emploi constant, au moins dans la première partie du livre, de ce qu'on nomme des réalia. Ce sont des mots et des expressions, souvent étrangers, désignant des éléments spécifiques à la culture. Françoise de Graffigny emploie de nombreux mots incas qu'elle a trouvés en se documentant. Elle emploie des réalia politiques, comme l'expression « Capa Inca », qui désigne le souverain tout-puissant, ou des réalia liés aux habitudes de vie, comme l'aca, une boisson alcoolisée. Elle cite de nombreuses divinités comme Pachacamac ou Viracocha. Ces mots incas permettent de donner un air de vraisemblance à l'histoire de Zilia, mais aussi d'attiser la curiosité des lecteurs. Un effet artificiel, mais qui répond à un désir d'exotisme. Il faut donc bien penser à les relever. Et voilà pour le petit doigt. Ces figures de style, parmi beaucoup d'autres, permettent encore d'enrichir votre analyse de l'œuvre de Françoise de Graffigny. N'hésitez pas à bien les repérer s'il y en a dans les passages que vous étudiez. Et voilà l'essentiel à retenir sur les lettres d'une péruvienne pour briller au bac. Pour en apprendre davantage sur Françoise de Graffigny, sa vie et ses influences, n'hésitez pas à aller écouter notre podcast « Dans la valise de Françoise de Graffigny ». Il est super. Et vous pouvez réécouter ce podcast avant les épreuves, histoire de ne pas perdre la main.